Un podcast désopilant présenté par Martin et Charles. C'est qui ça? C'est qui ça? Martin et Charles. Oh là là. Mais où sont-ils que je leur crève les yeux? Qui ça? Martin et Charles. Vous commencez à me fatiguer. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Permettez-moi de vous préciser poliment que vous êtes de trop vos petits plim-plim. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Salut les zigotos, les zigotas, vous êtes bien sûr Entre Potes, votre rendez-vous détente et bonne humeur du lundi. Entre Potes, c'est un podcast qui aurait pu s'appeler Entre Amis, Entre Frérots ou même Entre Srab. Mais Entre Potes, c'est tout simplement la réunion de deux potes. Martin et Charles, je suis Martin, je suis ton pote. Et je suis Charles, je suis ton pote. Charles, comment ça va? Ça va bien sûr, et toi? Ouga bouga, ça va très bien, je te remercie. Tu as à la bouche un doux chant. Oui, tout à fait. Parce que on a joué toute la soirée avec Suno. Incroyable, Suno. Voilà, l'IA de chansons dont on a parlé assez longuement la dernière fois, ouais. Et dont on va reparler aujourd'hui parce que j'ai encore un petit jeu, j'en dis pas trop. Ah, tu as encore à base de Suno? À base de Suno, tout à fait. Il est présent. Mais il faut savoir, c'est parfait pour nous parce que musique plus débilité égale plus invention égale Martin et Charles, quoi. Ouais, ah oui, on a bien, je dirais pas qu'on a épuisé l'app parce que l'app nous a épuisé plus qu'autre chose, mais avec une différence de traitement entre toi et moi. Oui, l'app me préfère. Ouais, clairement. Mais non, mais tu maîtrises mieux, tu as appris. Entraîné. Non, mais même, tu es un prompteur. Prompteur, va. Ouais, espèce de prompteur, va. Aujourd'hui, on va parler d'humour. Justement, d'humour. On va parler de ce qui nous fait rire. J'ai envie de commencer avec une petite citation que je m'étais notée. Vas-y. Ah, tiens, j'ai pas noté l'auteur, hélas. L'humour. Je vais bien sûr fact-checker. L'humour, c'est une connexion d'intelligence entre deux personnes. Ah ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire ? C'est une connexion d'intelligence entre deux personnes. C'est certainement vrai. C'est clair. Enfin, pour moi, c'est une marque d'intelligence, au moins une intelligence émotionnelle, une intelligence humaine, pas forcément une intelligence académique, mais de. Déjà, il y a la notion de connivence. Ouais. L'humour, enfin, rire avec quelqu'un, c'est moi la connexion intelligence, c'est quelque chose qui me parle. C'est pour ça que j'ai noté cette citation-là, mais connivence dans le sens de référence commune. C'est ça. Alors, il y a la référence. En fait, c'est référence commune. Plus, donc culture commune, plus qu'est-ce qu'on fait comme jeu intellectuel sur cette référence commune. Alors parfois jeu très bas niveau, pipi caca prout, ou parfois détournement et redétournement, et ce qui en fait un objet un peu plus malin, et qui déclenche chez nous le rire, tu vois, genre. Et effectivement, c'est un jeu mental sur lequel on s'aligne. Ouais. Et je suis assez d'accord avec ça. Et en fait, je suis souvent assez je reconnais la valeur intellectuelle des gens avec qui je rigole, c'est clair. C'est sûr. Donc tu valides la notion de connexion d'intelligence. Ouais, tout à fait, ouais. Donc j'ai préparé un petit jeu pour relancer ce thème-là. Et alors, est-ce que pour aller plus loin, quelque chose qui ne fait pas rire l'autre, est-ce qu'il y a pas moi ça peut me tendre un petit peu, pas me tendre, tendre c'est trop fort, mais du coup je comprends que je suis pas exactement du même bois que la personne qui ne rigole pas à un truc qui me fait extrêmement rire, et du coup j'y retrouve pas une forme de pair. Je suis entièrement d'accord avec ça. J'ai même, tu vois, je suis tellement sélectif sur ce thème-là avec les gens que je fréquente que j'arrive même pas à trouver un exemple de personnes à qui je ne ris pas. Parce que pour moi, elles sont infréquentables, tout simplement. Ce sont les fameux infréquentables, les cancels de Martin. Même dans les gens avec lesquels je travaille, il y a forcément une obligation de connivence. Mais oui, tu vois, c'est exactement ça, parce que en fait, j'y pensais hier quand tu me racontais, parce que du coup, Martin a créé des bangers musicaux qu'il envoie à tous ses collègues, et je me dis, mais en fait, c'est assez,
ça m'impressionne et c'est cool parce que du coup tu produis des conneries avec des gens qui sont aussi tes collaborateurs et du coup en fait il y a autant une affinité là-dessus que je suppose quand vous devez être productif et travailler, tu vois. Bah, voilà, coup, ouais. Et ça se passe bien. On m'a déjà signifié que c'était peut-être un jeu dangereux. C'est plus que mes collaborateurs deviennent des potes. Exactement, ouais. Et bon, on a déjà attiré mon attention sur le fait que ça pouvait être un jeu dangereux en disant il y a peut-être un mélange des genres qui est contre nature. Pour l'instant, je ne suis pas d'accord. Et j'espère que tu vas le rester. Jusqu'à ce qu'on te signifie que l'avenir me donnera raison. Que tu es trop familier. Ouais, exactement. Avant de passer mon petit jeu sur le thème, en cherchant ma citation, je me note, j'ai une petite note dans laquelle je recense des idées pour Entre Potes. J'avais une petite devinette à te faire en guise d'introduction, je pense que c'est pas mal pour ce podcast. Vas-y. Petite devinette sur une actualité un peu insolite, on va dire. Ça se passe en Chine. Ok. La Chine sélectionne en ce moment ses athlètes pour les JO de Paris 2024 et à la sélection pour les marathoniens, un marathonien chinois donc s'est fait disqualifier pendant la course parce que donc il a fait quelque chose de à la fois pas réglementaire mais surtout très, très surprenant. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé ? Très surprenant. Ouais. Un marathonien chinois. Oui. Est-ce que c'est un rapport avec le pipi ou le caca ? Non. Ça n'a pas de rapport avec le pipi et le caca. Ce n'est donc pas la caca-anecdote de l'épisode. Non, malheureusement, on l'aura plus tard. Je suis un peu déçu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Bon, je sais, on va aller assez vite. Est-ce qu'il a fait quelque chose de grossier, vulgaire pendant la course ? Alors, je crois savoir qu'en Chine, c'est perçu comme quelque chose de vulgaire. Mais ah mince. Ouais, bah alors là ouais, ok. Eh ben. Mais allez, c'est un faux, c'est un mauvais. C'est pas vraiment un indice. C'est un bon indice. Okay. Non, justement, ça pourrait te perdre plus qu'autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce brave ? Est-ce que tu as son nom ? Non, j'ai pas son nom. Ouais, c'est un chinois. Quoi. Et ça d'accord là-dessus. Je pense pas que ça t'aurait aidé. Ah oui, au fait, on a basculé sur une forme de racisme décomplexé. Hein, on vous expliquera ça. Ouais. Alors, on verra si les stats diminuent ou augmentent. Ça donnera avec quoi ? Grâce à l'équipe de Gros Lardon. Ah putain, j'avais oublié. Et il aura sa chanson. C'est vrai. On va s'emparer de Suno pour. On peut bien lui donner 5 minutes de notre temps avec Suno. Alors bon, 10 crédits. 10 crédits, pas plus par contre. Alors, qu'est-ce qu'on raconte ici ? Comment je peux te faire deviner ça ? C'est quelque chose qui est tout le contraire du sport en fait. Il a fait une sieste. Non. Il s'est allumé une clope en plein marathon. Il s'est allumé une clope en plein marathon, énorme. Alors j'ai la photo du gars. Donc ça n'a absolument rien à voir avec la choucroute. Parce qu'on est hors thème, humour, hors tout, mais ça me faisait marrer de t'en parler. Ouais. Mais au contraire, il aurait dû être sélectionné parce qu'en gros, il fait la performance avec un handicap. Ouais, c'est ça, un niveau de difficulté supplémentaire. C'est vrai. Mais écoute, il a été disqualifié, le pauvre. En préparant ce thème, le thème humour, je me suis rué. Finalement, on va partir sur une discussion libre. Ouais. Voilà, sur ce qui nous fait rire, pourquoi ça nous fait rire et qui nous fait rire. Globalement, on peut le résumer comme ça. J'avais eu envie de le préparer de façon beaucoup plus simpliste en allant chercher ces humoristes qui comptent en France, etc. Et je ne suis tombé que sur des listes qui m'ont fait aussi me rendre compte que les humoristes grand public, tu tombes facilement sur Franck Dubosc, qui Jeff Panaclock, qui les Baudins, qui remplissent des zéniths, hein. Mais qui ne sont clairement pas, et je pense que les auditeurs auditrices seront du même bois, ne sont pas nécessairement notre cam. Et donc on va partir sur une discussion beaucoup plus libre, mais avant ça, le petit jeu que j'ai préparé est évidemment un jeu Suno. Jusque là, t'as rien contre, j'espère. Je suis même Yankee. J'ai été chercher la bio Wikipédia d'humoristes français qu'on pourrait retrouver dans ces tier list un peu naze. Et je les ai mises en chanson. Tu les as mises en chanson, mais est-ce que d'abord tu as fait remanier la bio par ChatGPT ? Alors non. Je suis resté sur la bio Wikipédia. Et je te le dis tout de suite parce que ça va vite être un truc qui va nous bloquer.
les années de naissance, Suno n'est pas bon avec les chiffres. D'accord. Grosso modo, Suno ne sait pas prononcer. Donc, ça, il va être né le avril quelque chose. D'accord, excellent. Okay. Je pars sur humour avec donc la première personnalité à découvrir. C'est parti, sauras-tu? Il est le 4e et dernier enfant d'une famille d'origine modeste, est révélé au grand public sur la chaîne France 3. Il a bourré le stade de France. Il a bourré Bercy. Ne serait-ce pas ah mince. Il est très Bigard. C'est Jean-Marie Bigard. Ah oui. Ah oui, j'ai un décompte. Jean-Marie Bigard. La. Pour de bête couillère. J'ai mis couille hier. C'est énorme. Voilà. Petit solo à la Brassens pour terminer. C'est Jean-Marie Bigard, tout à fait. C'est Jean-Marie Bigard. Voilà. C'est pas le premier que j'ai fait. À ce moment-là, je commençais à réécrire un petit peu le truc parce que tu vas voir. Bon. Non mais c'est bien. Je préfère que comme t'as fait là avec une petite réécriture justement parce que des purs extraits de. Ce sera pas toujours le cas. Là, on part sur un pur extrait. Le 19 avril 1971 à Casablanca au Maroc est un humoriste, acteur, réalisateur et chanteur marocain possédant également la nationalité canadienne. C'est Gad Elmaleh. Pour ses spectacles de stand-up, il s'essaye au cinéma en portant les deux comédies. Chouchou et Coco, Chouchou et Coco. C'est pas mal hein. Ouais. C'est toi qui as fait répéter Chouchou et Coco. Oui. Pop. Ouais, voilà. Celles-là, je les ai toutes terminées avec des Pop. etc. Pour l'instant, tu trouves tout. Encore un? Ouais, vas-y. J'en ai 5 en tout. En duo d'humoristes français, révélé sur scène. À la fin des années 1000, les consommateurs font pas tendance. D'accord, j'ai compris le Il problème. s'impose au cinéma avec 3 comédies potaches. Le duo fait ses débuts radiophoniques sur Fun Radio. Ils utilisent beaucoup les jeux de mots et les contre-pétries. J'ai mis un indice dans ce qui suit. Ils ont inventé les mots, le petit chat gna gna gna. Et leur spectacle le plus connu est au Palais des Glaces. J'ai pas. Non, j'ai pas. Même avec gna 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 le petit chat. Et bah à ce moment-là, c'est que tu le connais mal, trop mal. Ouais. Il s'agit d'Eric et Ramsey tout simplement. Ah ouais? Eh oui. Ah ouais, non, j'avais Au pas Palais du des tout. Glaces, The Ice Paluzzi, comme ils disent eux-mêmes. Non, j'avais pas. Eh bah écoute, ouais, non, j'avais pas du tout. Un dur. Ok. Ah ok. Un dur et je sais plus s'il prononce bien le nom de la ville, mais on a affaire à un canet tout simplement. Ah. Donc Cocorico. C'est parti. Né Olivier Marieux, Né le Olivier Marieux. 5 janvier 1974. Là, on est sur du heavy metal. Ouais, sachant que c'est pas du tout. Du hard rock plutôt. C'est pas du tout ce que j'avais pensé. J'avais tapé pas le musette. Heavy musette. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est long. C'est long. Allez, go. Tu peux le faire. Il se fait d'abord connaître en formant avec Canrad Ah bah oui, un duo. c'est Olivier de KDO. Olivier Il Barou, commence sa carrière KDO. comme animateur Ah ouais? Attends, sur une radio libre de Caen. d'accord. Ah ouais, c'est... Ouais, j'ai découvert ça aussi. FM3. Là. Olivier Barou, le bien nommé. Allez, j'en ai un dernier. C'est parti. C'est parti. Je crois que le son est assez cool. Humoriste, acteur, réalisateur et producteur. Il s'est fait connaître grâce à ses talents d'imitateur. C'était à la radio, notamment avec l'émission Morning Live. Il a également joué dans divers films et séries télévisées. Il est souvent associé à des projets humoristiques et décalés. Alors
l'imitateur, j'avais pas forcément, mais c'est Michael Youn. C'est tout à fait Michael Youn. Mais j'aime bien Michael Youn. C'est mon côté beau. Ouais, j'aime bien Michael Youn. Je reprends ta phrase, hein. Je suis pas certain de pouvoir le dire. Quoique. Fatal Bazooka, je l'ai redécouvert. À l'époque, je trouvais ça nul à chier. Le film ? Ah non, alors. As-tu vu le film Fatal J'ai vu le film, ouais, un peu par accident. Je sais que c'est considéré comme un film qui était trop en avance sur son temps en matière d'humour, parce qu'il s'est beaucoup inspiré des ricains avec des faux biopics. Des faux biopics, ouais, j'ai bien aimé le délire de faux biopics. Donc on me l'avait présenté comme il faut le voir parce qu'en fait c'est un ovni. Mais non, j'avais pas accroché. Fatal Bazooka, par contre, j'ai redécouvert. Et j'aime bien quand les mecs, je crois qu'on s'était dit la même chose de Babor la dernière fois dans un précédent épisode. Ah, Babor, ouais. J'aime bien quand les gars vont au bout de leurs idées et font des choses, enfin mettent beaucoup d'énergie dans des conneries. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ouais. Franchement, Fatal Bazooka, en fait, c'est un projet musical qui tient la route, avec une prod qui tient la route. Mais ça reste une grosse connerie, quoi. Oui, et en fait, c'est exactement ça. Peut-être. On pourra en discuter. T'as l'humour l'humour avec des moyens et l'humour sans moyens, en fait. Oui. Et c'est vrai que c'est dur, je pense, d'obtenir les moyens de ces mecs-là, c'est-à-dire Michael Youn en France, pour pouvoir avoir le droit de faire des conneries, mais de manière bien et jusqu'au bout. Typiquement, j'avais vu une vidéo de Michael Youn qui expliquait les 11 commandements. Ouais. Et on peut penser à ce qu'on veut, hein, les 11 commandements. Je sais pas si c'est une référence absolue de l'humour, mais en fait, il expliquait que quand même, c'était assez incroyable qu'il ait eu le droit d'avoir une équipe de tournage, des moyens, même des frais de couverture juridique pour faire toutes les conneries qu'il a faites et tout. Et même ça, il s'inspire des ricains parce exactement. que c'est du Jackass en fait. Ouais. Un peu, ouais, c'est du Jackass moins trash. Et plus con. Il est plutôt du côté débile et moins du côté on a mal. Ouais, c'est vrai. Voilà, mais d'ailleurs moi je préfère que le concept on met un casque et une coquille et on se balance des boules de bowling sur la gueule, tu vois, genre il y a un truc comme ça avec Jackass ou des boules de pétanque, tu vois, genre Ah oui, non mais Jackass ça va loin, ouais, et puis même je crois que Johnny Knoxville, il y a pas beaucoup de choses qu'il regrette a posteriori, ouais. Et quand Steve-O fait la figure du papillon, à savoir s'agrafer les couilles sur les cuisses et enfin t'as des trucs horribles ou se mettre la bite dans un étau, moi ça j'ai pas vu merci Michael de ne pas avoir été sur ce terrain. Ouais franchement ouais. mais je sais pas te dire si j'aime bien Michael Youn. En fait je comprends ce qu'il a fait, ce qu'il a voulu faire et ce qu'il a fait, je comprends la carrière. Je sais pas dire. Alors est-ce que je suis un peu jaloux de lui parce que en fait j'aurais bien aimé avoir son CV, je ne sais pas. Non, je sais pas, peut-être attention, hein, c'est pas du tout. Moi, quand je pense à l'humour, je pense pas du tout à Michael Youn, hein, c'est clair. Non. Mais déjà, quand à l'époque du Morning Live, quand il arrive à poil dans des laveries avec son mégaphone, mais je comprends tout à fait le délire. Mais ça me fait moins rire, par contre. Le fait d'être tout nu dans un. Ça, par exemple, ce truc-là, juste être tout nu dans une laverie, ça me fait moins rire, toi. Alors que le fait que tu le dises, ça me fait rire. Alors que juste, par contre, moi, c'est le justement parce que ça, c'est encore un peu l'humour instantané, un peu brouillon. Un peu on y va à la ZOB, vas-y je vais tout nu dans une laverie avec un mégaphone, ça va être marrant. Tu peux le redire 4 fois, ça me fera toujours tout nu laverie. Alors, est-ce que c'est de l'absurde? Je sais pas si c'est de l'absurde, c'est une bonne question. Absurde, c'est un peu galvaudé, je pense, comme on a vite je pense qu'on a vite tendance à mettre l'étiquette absurde sur tout ce qu'on sait pas nommer au final. J'ai entendu dire qu'Eric Ramsey faisait de l'absurde, que KDO faisait de l'absurde, en fait au final tout le monde, que les Robin des Bois faisaient de l'absurde. Au final, tout le monde fait de l'absurde, quoi. Grosso modo, faire des conneries, c'est faire de l'absurde. Alors, c'est une bonne remarque dans l'humour. C'est vrai que j'ai peut-être tendance aussi à dire ça. C'est de l'absurde. Parce que, t'as raison. On va dire absurde, soit quand quelque chose est vraiment. Il y a un véritable absurde. Le camoulox, c'est vraiment de l'absurde. D'accord, ok. Là, on est d'accord. Le camoulox, c'est vraiment de l'absurde. C'est des réponses inappropriées. Voilà. Par contre, on va aussi qualifier d'absurde, tu as raison, par exemple,
dans cet humour qui est pris sérieusement, rien que ce comportement de faire très sérieusement des trucs cons, il y a un côté absurde, mais le terme est peut-être pas le bon, qui est de mettre beaucoup de moyens sur un truc qui normalement ne devrait pas. Ouais, ok. Ou de prendre très au sérieux des choses qui ne devraient pas l'être. Et c'est peut-être ce décalage entre la débilité du fond du sujet et la grande importance accordée à la forme du sujet qui va créer ce côté humoristique et qu'on va appeler absurde. Mais est-ce que par exemple les comment ils s'appellent, les Monty Python, c'est de l'humour absurde, ou est-ce que c'est juste jouer avec les décalages de registre parce que tu fais de manière très très sérieuse des trucs cons, ben... Ouais. Bah, en plus, tu prends les Monty Python, pour mon point de vue, c'est un mauvais exemple parce que j'ai tendance à le ranger dans la catégorie de l'humour anglais. Ouais. Je suis assez, je sais pas si c'est comment dire une simplification qui est malvenue, mais je suis capable de mettre assez rapidement une nationalité sur un humour aussi, moi. Je sais pas si t'as ça. Mais tu vois, genre, je suis d'accord, mais tu vois, genre l'humour britannique désigne communément une forme d'humour caractérisée par son recours à la noirceur et à l'absurde. Ah bon, voilà. Tu vois quelle est ta source? Wikipédia. Du podcast. Ok, le Tchad. Le GOAT. Non mais, donc... par contre, le côté cynique, c'est vraiment autre chose. Là, on l'a chez plein d'humoristes, l'ironie, le cynisme. Mais alors, qu'est-ce qui te fait rire, toi? Parce que on peut tout définir et on va pas faire l'histoire, on va pas faire un cours sur l'histoire de l'humour. Ouais. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? C'est le côté absurde au sens large, non pas au sens comme tu as dit, le mot absurde de manière galvaudée. On essaiera de trouver un autre terme, mais c'est quand il y a un décalage qui crée une surprise chez moi. Quand je suis... En fait, c'est toujours... D'accord. Ouais. Ok. Ce qui me fait rire, c'est quand je m'attends... La surprise. Ok. La surprise et c'est vachement exigeant, ça, parce que c'est dur. Mais alors, c'est marrant, je pense que je ris beaucoup avec mes potes. Ouais. Genre hier, on s'est fendu là. Je me pissais dessus. On a bien rigolé. Mais je pense que c'est plus... c'est le moment et je pense que je ris beaucoup plus avec des gens en présentiel et que à consommer un média que je peux trouver vraiment bien vu, bien drôle. Mais ça va pas me faire autant rire. La même chose va me faire sourire et je vais apprécier si je le vois tout seul. Et si j'ai un ami avec qui je regarde et avec lequel on a une connivence sur ce truc-là, on va peut-être se mettre à vachement rigoler, tu vois. Ouais, une connexion. Donc j'ai le rire avec mes camarades et j'ai le sourire avec le contenu. Voilà, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Toi et moi, on a un truc en commun, je crois. Tu me dis si je me trompe, mais on a aussi le plaisir de la private joke et du running gag. Ça, ça nous a construit. On a toujours eu ça, c'est-à-dire petite rêve commune qui nous appartient qu'à nous. Et qu'on répète à qui mieux, et plus on le répète, plus c'est drôle. Ouais, c'est ça. Et ça, bon, alors ça, c'est vraiment de l'humour de pote. Ouais. Ça, oui, c'est ça, ouais. Mais toi, t'as une faculté qui est aussi de pouvoir savoir s'approprier et de comprendre les rêves qui sont pas forcément les tiennes. Typiquement, hier, je t'ai fait écouter pas mal de sons autour de l'Abysse, qui est le surnom que je donne à mon collègue, et ça t'a fait rire. Alors c'était pas censé te faire rire. Mais ça, c'est ta présence. Tu m'envoies ça. Oui, peut-être. Oui. Tu m'envoies ça tout seul. Je pense que j'aurais moins rigolé. Mais j'ai pu. Mais moi, j'adore quand des gens commencent, qui ne se connaissent pas. Ça m'est déjà arrivé aussi de transmettre ça à d'autres gens. Quand une connerie entre potes déborde sur quelqu'un qui n'est pas du tout concerné et qui finit par dire ah c'est toi non. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais c'est une forme de générosité, je trouve, parce que moi, quand je fais écouter ça, quand je te fais écouter ça, des trucs qui concernent des gens que je connais, que tu ne connais absolument pas, et qui me font rire moi, et qui sont pas censés te faire rire toi, je trouve que quelque part c'est un cadeau que je te fais de te faire écouter ça et de t'expliquer ce qui me fait rire. Mais toi, c'est un cadeau que tu me fais aussi de rentrer dedans. De rentrer dedans. Ouais. Mais je me force vachement généreux. Et le pire dans tout ça, c'est que tout le monde ne sait pas recevoir ces cadeaux. Je me force pas. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui me... Mais par exemple avec ma compagne, on a un décalage là-dessus. Ah oui, elle, il y a une forme d'humour sur lequel moi je suis totalement imperméable. Le racisme. Alors que elle, je peux te dire, elle y va franco. Non, c'est l'humour prank. L'humour malaise de situation.
Ouais, d'accord. Elle peut adorer des pranks de Greg Guillotin, tu vois, qui se fait passer pour un babache auprès d'un mec un pauvre gars qui finit par péter un câble, tu vois, qui a envie de buter le mec, puis au bout d'un moment. Et moi, là, par exemple, c'est un truc qui marche pas du tout. Moi, je suis tétanisé quand je vois ça. Genre, je me dis, j'arrive pas à. Il y a eu le mot babache. Il faut peut-être le définir, puisque là, Le mot babache ? Ouais. Comment ça, le mot babache ? Bah, t'as dit Greg Guillotin qui se fait passer pour un babache, mais il faut que tu définisses. bourse. C'est très Nord-Pas-de-Calais. Bah ouais, désolé. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu le mot babache. Chopez vos refs. Googlez. Les vrais savent. Wikipédia est votre ami. Moi, mon père avait une façon de le dire parce que étant petit, alors cet épisode a déjà commencé au final. Mais c'est bien. Oui, c'est bien. Étant gamin, je louais pas mal de DVD de La Fesse, par exemple. Ouais. Un pranker préhistorique, on va dire. Et j'avais loué un DVD de Laurent Baffy qui faisait des pranks aussi, mais qui était beaucoup plus vénère que La Fesse, parce que La Fesse c'était presque mignon. Comme il allait voir les gens, il faisait semblant de les interviewer, etc. Baffy, lui, grosso modo, il insultait les gens. Il y avait des fois de la violence physique. Et mon père avait une façon de le dire. Il disait que c'était agressif. Voilà. Et il me disait que grosso modo c'était con. Il trouvait ça con. Et voilà. Bon, moi ça me faisait quand même rire. Il y a quelques pranks de Laurent Baffy que C'est vrai. Mais dans ce que tu dis. Mais moi, juste pour parler sur Laurent Baffy, moi aussi je trouvais que c'était un peu agressif. Mais après, quand c'est lui, c'est pas grave. Parfois c'est lui qui s'en prenait plein la gueule. Ouais. Et il y a un autre truc quand même. J'ai un bon souvenir. J'ai une image de mon père qui voyait Laurent Baffy qui tenait une espèce de petit bureau de tabac. Ah oui, ouais. Et mon père, donc, qui sur la deuxième partie de sa vie professionnelle, était libraire et tenait une librairie. Et en fait, il y avait eu quelque chose d'assez cathartique pour lui de voir Laurent Baffy qui envoyait chier ses clients de manière machin et tout. Tu vois, genre typiquement, t'as un gars qui arrive, qui demande des timbres, et puis Laurent Baffy fait je me casse pas le cul. Je me casse pas le cul pour un timbre. Dégage, je me casse pas le cul. Et tu voyais mon père qui riait aux éclats, qui disait en gros, putain, si je pouvais faire ça, tu vois. Ben c'est marrant que tu t'en parles parce que ce prank là, exactement celui-là, moi il fait partie de mes rêves absolus parce qu'en fait, en plus le coup du timbre arrive après. Alors le premier prank, je me souviens plus trop. C'est une dame qui vient prendre des gitanes et il dit vous avez une ordonnance, ce qui est déjà marrant. Et en fait la dame qui vient chercher son timbre est derrière c'est une vieille dame qui prend ses. Donc elle dit bah non j'ai pas d'ordonnance et tout. Il dit bah non les gitanes attendez à votre âge c'est sur ordonnance et tout. Et tu vois la dame derrière pester en disant mais qui est ce mec là, qu'est-ce qu'il lui prend. Et donc la vieille dame finit par partir et c'est elle qui demande son timbre. Et là je me casse pas le cul pour un timbre et elle s'en va mais furieuse. Et du coup c'est encore plus drôle. En fait, c'est à revoir, mais non, mais tout n'est pas bon. Baffy c'est particulier. Donc en plus de ça, il avait un rôle de sniper à la télé. C'est ça. Un rôle qui doit te plaire. Il n'y a pas eu que lui, mais un rôle qui doit te plaire parce que le but du jeu c'était qu'il soit le plus surprenant, le plus incisif dans les émissions de télé. Ouais, mais il y a surprenant par le décalage auquel on s'attendait pas, genre vraiment et jouer avec la corde absurde. Et puis il y a surprenant en agressivité, en déstabilisation. C'est pas la même chose c'est pas la même chose, tu vois, de le faire aux dépens d'une personne que de créer une situation totalement inattendue. Et il y avait je sais pas pourquoi je pense à ça, il y avait Raphaël Mesrahi, ça te parle ou pas? Oui, qui faisait des interviews nul. Oui, mais ça par contre ça me fait beaucoup, ça me fait, j'aimerais bien les revoir. Oui, c'est ça en fait, c'était grosso modo il jouait le rôle d'un stagiaire. Il et les stars pètent des câbles parce que le mec est trop nul. Il se trompe de nom. Ça c'est drôle, tu vois. C'est top. Et il y a pas longtemps je regardais, je me refaisais des Deschiens. Est-ce que c'est quelque chose que t'as connu? Non, oui, enfin, et j'ai jamais. Mes parents regardaient. Moi j'ai jamais. Ça, à l'époque, j'étais complètement imperméable. Je sais pas si je le serais maintenant. Ouais, je recommande de revoir les Deschiens parce que c'est. Là, dans l'absurde, ça va assez loin. Tu peux avoir pendant 1 minute un plan fixe d'un mec dont le seul gag c'est qu'il a une sale gueule quoi. Mais il bouge pas et c'est un plan fixe sur un gars qui regarde la caméra. Ça c'est particulier. Je sais pas si je sais pas si je serais sensible à ça. Et
Mais là, le terme absurde me semble pas galvaudé pour les déchiens. Pour les déchiens. Ok. Alors, est-ce qu'on structure un petit peu Ouais. Commençons à structurer. Ouais. Alors, Martin, la dernière fois qu'on. Oui. Bah si, on peut commencer comme ça. La dernière fois qu'on a passé beaucoup de temps ensemble, du coup, autour de nos 20 ans. On rigolait bien. Ah ouais, le rire était au cœur de. Bah, ça a toujours été. Et on avait des rêves communes d'humour. Typiquement, qui était orienté autour de l'humour à sketch. Ouais, l'humour à sketch, parce que c'était comme ça qu'on consommait l'humour aussi. On avait, il existait presque que ça. Humour à sketch, humour avec une certaine forme de prod obligatoire. Et on avait des choses comme les nuls, mais on était déjà un peu enfin c'était déjà un peu vieux par rapport à nous. Les Robins des Bois. Ça, on rigolait bien. Eric et Ramsey. Mais et le début il y avait aussi le début quand même, on a vécu nous le début de tout ce qui est la vague stand-up et starification avec le Jamel Comedy Club et les débuts de l'humour sur internet aussi. Alors les tout débuts là, c'était alors justement, il y avait parce que t'avais les petites pastilles de Franck Dubosc avec le campeur, enfin tout ce qui est devenu des mauvaises idées de films, à savoir Brice de Nice, le campeur, le campeur, Franck Dubosc à la plage, etc. Ça commençait à exister. L'humour internet, ça a commencé par ça. Les nous, c'est nous, etc. Mais alors ça, mais en fait, je dirais pas que c'est de l'humour internet justement. Ouais, c'est de l'humour télé, mais qu'on découvrait sur internet, qui a été diffusé sur de l'internet parce qu'on pouvait les retrouver. Oui, mais ça passait dans des émissions complètement ringardes qu'on regardait pas. Ouais. Par contre, on les trouvait sur internet. C'est ça. Oui, parce que les émissions en soi étaient pas forcément super intéressantes, mais il y avait des morceaux de l'émission drôles. Ouais. Voilà. Oui, les nous, c'est nous, c'était ça. En fait, c'était une pastille sûrement de France Télé, qui n'avait aucun intérêt sur France Télé, mais sur internet, ça devenait cool. Ouais, voilà, exactement. Nous, c'est nous, donc on rappelle Jean Dujardin et Bruno Salomon. Mais du coup, c'est forcément, ce que je veux dire par là, c'était que forcément des gens qui avaient une forme qui avait un peu de moyens, donc c'est une forme un peu professionnalisée, et je distingue ça de plein de types d'humour que maintenant toi tu consommes encore plus que moi, qui est l'humour, la fulgurance de l'humour internet, des mèmes, des reprises, des diffusions moi les mèmes, ça m'intéresse parce que ça a vraiment à voir, je trouve, avec le running gag, le private joke. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. À partir du moment où t'as la ref, ça reste obscur. Un mème, enfin, ça n'est intéressant que si c'est pas compris de tous. Ouais, c'est ce que je veux dire. Et entre ce petit club d'initiés, qui peut être un grand club, peut être un grand, ouais, tout à fait. Mais ça reste l'univers des mémeurs. Des mémeurs. Voilà. Mais bon, parenthèse fermée sur. Mais je comprends ce que tu veux dire. Il y a l'internet grand public et il y a l'internet plus fermé, quoi. Exactement. Si on reprend un peu la timeline de tout ça, alors c'est vrai que nous, l'humour à sketch, ça nous a construit, ça a construit aussi notre façon de faire nos propres blagues à tous les deux, parce que c'était issu de ce qu'on voyait. Alors je suis content que tu parles des Robins des Bois, parce que moi, les souvenirs que j'ai avec toi sont quand même très très axés sur cette équipe-là, des Robins. Bah parce que t'avais le DVD et on se le matait chez toi. Ouais. On rigolait bien. Ouais. Alors, on rigolait bien à cette époque. Attends, c'était pas. On pouvait tout dire. Sachant que les Robins, il y a quand même des pépites absolues, quoi. Tiens, mais typiquement, quand tu viens de dire on pouvait tout dire. Petite, j'ouvre une parenthèse. Est-ce que c'est pas ça un peu l'humour absurde? Oui, je sais. Mais est-ce que c'est pas ça l'humour absurde, justement, ou c'est pas l'humour on pouvait tout dire? Ouais. Tu vois, genre Coluche, il peut faire est un humour parfois un peu grotesque, mais pas absurde, parce que c'est toujours une vanne un peu incisive sur un trait de société ou. Puis Coluche, c'est un vrai auteur. C'est vrai que lui, ses sketchs, ils sont très écrits, je trouve. Alors les Robins des Bois, ça partait clairement en impro. Ils avaient, à mon avis, le pitch tenait sur un post-it. Ouais, c'est ça. L'histoire d'un mec qui. Mais tu vois, genre dans l'humour absurde, il se retrouve pas avec cette. En fait, est-ce que c'est pas la forme d'humour pour essayer de simplifier ce qu'on appelait l'absurde? Est-ce que c'est pas la forme d'humour qui n'arrivera jamais trop au problème de on peut plus rien dire? Ouais, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, l'humour ne se base pas sur un fait social ou une critique à dépens de tel ou tel
tierce personne qui peut-être mérite d'être. Moi, je remets pas en question le fait d'avoir plein d'humour un peu socialement ou politiquement chargé. C'est pas le propos, mais c'est que l'humour absurde n'est pas soumis à ce truc de on peut plus rien dire ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je pense. J'étais surtout en train de, j'étais perdu dans mes pensées parce que je m'interrogeais sur qu'est-ce qui nous fait plus rire aujourd'hui parce que c'est un humour daté ou justement qui est devenu problématique, tu vois, sans partir sur le Bigard qui, en fait, Bigard a toujours été problématique parce que Bigard a toujours été hardcore sur des trucs que moi je considère pas drôles. Je sais pas. Tu vois, par exemple, je sais que Pierre Desproges aujourd'hui est considéré comme quelqu'un d'extrêmement problématique. Je sais plus sur quel sujet. Ah ouais. Moi, c'est Desproges et Coluche. Je les ai découverts en fait en sketch audio, en livre audio, grosso modo. Et je les ai découverts tard. Je le sais parce que je lis ça au fait de les écouter dans la voiture. Donc, à un moment donné, j'ai déjà le permis, j'ai eu le permis tard, donc voilà. Et je sais qu'aujourd'hui Desproges est considéré comme plus drôle et plus, ouais. Alors que moi je les range dans la même catégorie alors que c'est des humours qui sont très différents, mais c'est parce que c'est des auteurs, c'est des joueurs de mots, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je suis surpris de ce que tu me dis parce que Desproges, je l'ai un tout petit peu écouté assez récemment. Il y a quelques années, et j'avais au contraire, alors moi je le mets pas du tout dans l'absurde. Il était clairement dans. Ah non, c'est pas du tout absurde. Ouais. Il était clairement dans du cynisme et de la critique. Desproges, il était. Alors c'était très écrit, notamment parce que il y a beaucoup de ces productions qui étaient des sketchs radio. Oui. Des chroniques radio. En fait, ça existe toujours, ça d'ailleurs, des chroniques dans les milieux autorisés, comme dirait Coluche. L'écriture de petites chroniques et de petits billets marrants, ça existe encore. Oui, ça c'est un truc qui marche encore bien et qui est encore qui doit pas du tout marcher auprès des gens plus jeunes que nous parce que il faut avoir connu la radio, la vraie, je pense, pour apprécier ça. Tu crois? Ouais, je pense. Tu crois? Après, je ne suis pas forcément ça, mais je vois que des humoristes, du coup, qui sont encore du milieu des vrais humoristes, c'est-à-dire des humoristes qui font des sketchs, des humoristes professionnels, des humoristes, voilà, tu vois, qui se retrouvent à la radio à faire des petits billets jeunes, hein, tu vois, genre comment il s'appelle, Paul Mirabel, Marina Rollman, c'est une génération effectivement qui est née chez Nagui, enfin sur France Inter, ce que tu dis, Marina Rollman, Paul Mirabel, Guillermo Guise, exactement, ouais, tout à fait, qui sont également des stand-uppers, et qui peuvent même être des mecs qui font des blagues sur internet. Donc en fait tu as un mélange aujourd'hui moins sur plateformes. Sur la production, enfin je les ai moins vus sur les petites blagues. Fanny Ruet qui est également sur les petites blagues. Morgane Cadignan. Je suis moins au taquet que toi, je pense, là-dessus. Mais je dis que c'est. Effectivement, je pensais pas à cette catégorie-là. Là, tu m'as effectivement, t'as cassé mon argument les jeunes. Tu m'as cassé, tout simplement. Je t'ai cassé. Putain, Brice de Nice, quand même, quelle mauvaise idée d'avoir fait un film d'une heure et demie, une chanson, voire un album complet. Bref. Moi, ça, je valide pas. Mais ce que je disais, qui touchait moins un public plus jeune que nous, alors t'as raison, cette famille d'humoristes-là fonctionne. Je pensais vraiment à des trucs plus vieux de la vieille, à Guillaume Meurice. Tu connais cet individu, bien sûr. Sur un humour radio dont l'ADN est resté un peu militante aussi. Ouais. Par contre, les micro-trottoirs de Guillaume Meurice, je trouve que c'est incroyable parce que il fait ça depuis facile 5 ans. J'ai hésité à dire 10 ans. Plus que ça, 10 ans. C'est toujours aussi marrant. Et ça, c'est sûr que quand on aura 70 balais, on dira: ah, tu te souviens à l'époque, Guillaume Meurice, il était marrant celui-là. Enfin, j'espère qu'on le dira pas, ni avec cette voix, ni avec ce ton. Hélas, on verra comment ça se présente. Et qui se rapproche de ce que pouvaient faire Desproges, etc. Mais qui avait aussi effectivement ce petit, cet atavisme militant, ou tout du moins engagé, quoi. Et qui collait souvent à l'actualité.
C'est un humour d'actualité, c'est un humour de radio. Et je pense que par contre, celui-là, qui est donc aussi détenu par des gens moins jeunes que la famille de chroniqueurs dont on parlait avant, ça échappe complètement à des gens qui aujourd'hui ont 22-23 balais. Peut-être. Là, en fait, je sais pas si on peut. Voilà, je voulais pas non plus catégoriser. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il faut catégoriser. Et en plus, vraiment, à chaque fois que moi personnellement, à chaque fois que je me retrouve à faire des hypothèses sur notamment sur les générations, sur d'autres générations que la mienne, je me rends compte que je suis dans l'erreur. Tu vois, enfin, je sais pas si je suis dans l'erreur ou pas. Il ne sait même pas qui est Spider-Man. je suis pas, j'ai oublié. Non, mais ce que je veux dire, attends, ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais. Il a rigolé. Il a rigolé, il a menti. Charles a menti. Il a. Dès que je me retrouve à penser peut-être que d'autres générations font autrement, je me dis c'est pas à moi de le dire ou c'est pas à moi de l'évaluer ou voilà, c'est tout. Peut-être que sur l'humour internet, parce que toi tu as plongé dedans plus rapidement que moi. Moi je suis passé complètement à travers les débuts de l'organisation de l'humour internet sous forme de congrégation Golden Moustache. Ouais, voilà, exactement. Je suis passé complètement. Ouais, moi, alors, tu vois, alors que c'est déjà une forme un début de professionnalisation. Oui, mais avant que ce soit vraiment une... Parce que c'est M6, en fait, c'est les télés qui se sont emparés de ça. Canal Plus et M6 qui ont fait la guerre entre... Finalement, c'est la télé qui a compris qu'elle devait aussi investir là-dedans. Oui. Mais il y a eu une phase un peu probatoire avec l'humour Vine. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait. Je suis passé à travers. Ah ouais, ça m'a vraiment fait rire, ça. L'humour Vine. Et c'est là où tu avais des mecs comme. On va pas multiplier les exemples, mais un mec comme Yvick, comme Mr. V, qui au début était un peu à la ZOB, mais que j'ai toujours trouvé. Le truc que je t'ai montré là sur. C'est ma tub. Tu vois, ça, c'est un sketch Vine. À la base et un peu cheap, tu vois, dans la qualité d'image. Le montage est drôle, c'est déjà bien fait, mais avec peu de moyens. Et donc ça, j'étais déjà super. Moi, je consommais beaucoup cet humour-là, et je le distinguais d'autres types d'humour. Et finalement, ça s'est rejoint quand ils ont commencé à faire des chaînes. Ouais, en fait, ils étaient sur YouTube, mais il n'y avait pas encore la notion de chaîne YouTube. Après, il y a eu ces labels qui se sont créés pour fédérer, ça a en même temps professionnalisé et donné certains moyens pour faire des sketchs et enlever parfois une forme de déconnade ou de certains niveaux d'absurde qui pouvaient me plaire. Et puis ça aboutit à ce que on retrouve ensuite ces mêmes mecs invités dans d'autres émissions, puis ils passent à la télé. Ils se tentent même au cinéma, mais comme ils sont un peu malins, ils font gaffe parce que les exemples, typiquement il y a eu un film là, Le Manoir, qui a pas très bien marché, il me semble, et c'est pas grave parce que tu te souviens de cette époque où, enfin je sais pas si tu avais suivi ça, où un moment, je sais pas c'est en quelle année, mais je dirais entre 2010 peut-être un peu plus tard, entre 2012 et 2015, il y a eu pas mal de mecs de YouTube qui sont tentés soit sur le stand-up en grande salle, soit sur le film, et qui sont un peu pris les pieds dans le tapis là-dessus. Tu penses à qui? T'as un exemple en tête ou Ouais, je pense au Manoir de Golden Moustache. Je pense à Norman, qui avait fait un truc genre pas très Norman Activities ou un truc comme ça, qui je crois était une forme de bide. Non, mais je suis passé complètement à côté de cette scène-là. Et quand je revois aujourd'hui des sketchs Golden Moustache alors je sais pas si je dis 2013, 2014, etc., dans cette, ça me fait pas rire parce que je trouve ça trop produit. Je trouve ça un peu maladroit en fait. Je trouve ça un peu maladroit. J'ai l'impression qu'on a confié quand même. Putain, c'est hyper présomptueux ce que je vais dire, mais c'est pas grave. J'ai l'impression qu'on a confié les clés d'une grosse boutique à des gens qui savaient pas forcément comment s'y prendre. Je pense que, j'ai le sentiment. C'est vraiment quelque chose que je le perçois comme ça, que c'était des mecs qui avaient fait des écoles de cinéma, qui avaient toute la théorie du monde, mais pas forcément la pratique. C'est-à-dire que les sketchs, tu sens qu'il y a un effort de production, mais je trouve ça maladroit, je trouve ça pas très bien joué, et dans l'absolu, je trouve pas ça très drôle. Je trouve que
Yvick fait partie de donc Mr V. Par contre, lui, il fait partie des mecs qui s'en sont clairement très bien sortis. Une des portes d'entrée qui m'a amené à revoir ces sketchs-là, de cette période-là, c'est notamment le sketch sur les beaufs avec Yvick. Qui est un sketch Golden Moustache. Tu te souviens pas de ça? Enfin, c'est filmé comme une attaque de zombies, mais c'est une attaque de beauf. La beaufessie. Ouais, c'est ça, la beaufessie, exactement. Que je trouve là, du coup, bien joué et porté par Yvick, qui a du coup clairement un vrai talent. Monsieur Poulpe, moi je le trouve drôle aussi. Et voilà, Monsieur Poulpe fait partie de cette. Ouais, tout à fait. Je dirais que c'est les deux qui ont réussi à maintenir un niveau. Je me fie à toi qui est plus connaisseur que moi, mais c'est ce que j'aurais dit aussi. Ouais, ok, on est d'accord. C'est ce que j'aurais dit aussi. Et alors, après, comme autre type d'humour, avec aussi des moyens, il y a tout ce qui va être plus ricain et et là-dessus, moi j'ai vraiment eu des claques quand j'ai découvert des gars du Saturday Night Live et typiquement Adam Sandberg, Andy Sandberg ou Adam Andy Sandberg, pardon, excusez-moi pour l'écorchage. Andy Sandberg, donc je reprends. Et typiquement Andy Sandberg. Tu sais que j'ai pas le coupé, ça. Ah, si, tu as intérêt à le couper. Sinon, c'est moi qui me la coupe. Oula, des menaces. Des menaces. Voilà. Andy Sandberg et les sketchs de ces sketchs là, moi, de Lonely Island, moi me font hurler de rire. Mais il y a beaucoup de moyens, tu vois, dans ces trucs là. Parce que justement, moi j'étais pas sur l'humour internet français. Par contre, je suis parti sur l'humour de série où là du coup putain, j'aime pas le rôle dans lequel je me suis mis, mais hélas c'est ce que je pense, donc je vais essayer de l'assumer. Où là du coup t'avais des moyens qui, je trouve, étaient mis au bon endroit. The Office par exemple. Là à ce moment-là je me suis fait The Office, j'ai englouti The Office parce que je m'y suis retrouvé complètement et je trouve que c'est hyper bien joué. Version ricaine. Non, j'ai commencé par l'anglais. Ah ouais. Ouais. Mon père avait download Ricky Gervais. Ouais, avec Ricky Gervais, qui était trash là aussi comme. Parce que là, du coup, en plus Ricky Gervais, lui, il a un humour qui est comment dire, et il ne fait pas dans la dentelle. D'accord. Je sais pas si tu connais un peu le personnage et la carrière du bonhomme, mais non, je crois pas. Mais voilà. Donc je suis parti là-dessus parce que je trouvais que là la production était vraiment au service de l'humour. Alors, en plus The Office, ça pue pas le fric. Enfin, les décors sont relativement correct. Par contre, qu'est-ce que c'est bien joué. Je trouve que les personnages sont c'est marrant exceptionnels. C'est marrant que tu me dises ça parce que je suis en train de découvrir The Office. Ah ouais, okay. Version ricaine, moi. Hein. Ok. Mais alors, j'ai quand même du mal à regarder un petit peu. Non pas parce que je trouve ça pas drôle, mais parce que on met parfois les personnages dans des situations très gênantes. Ouais. Et par empathie, d'accord. Je suis un peu, c'est marrant. Je suis un peu bloqué des fois. C'est marrant. Je sais que alors c'est pas un prank, mais je sais que c'est factice, mais je suis mal à l'aise pour le personnage qui se couvre trop de ridicule, tu vois. Ouais. Ça, j'ai un côté comme ça qui m'empêche d'apprécier certaines formes d'humour, quoi. Ce qui est fou dans The Office, et j'en parle parce que vraiment pour moi c'est un monument. Ça y est, j'ai envie de me la refaire une troisième fois parce que j'ai déjà regardé 2 fois. Ce qui est fou dans The Office, c'est déjà le concept. C'est une chaîne de télé qui vient faire un reportage sur une entreprise en liquidation, pour ceux qui n'auraient pas vu. Et donc, le concept de la série, c'est le quatrième mur est brisé parce qu'il y a beaucoup de regards caméra, d'interviews des fois en face cam. Pour débriefer des moments qui ont été filmés avant. Je trouve que le concept déjà c'est pas mal, est exceptionnel. Que j'avais beaucoup moins saisi dans la version anglaise. La version anglaise, je l'ai vraiment consommée comme une série beaucoup plus traditionnelle. Et je suis vraiment rentré dans ce principe-là avec l'US. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas vraiment expliqué ça. Pourquoi il y a une équipe télé qui est là. Elle est là, c'est tout. Ah ouais, c'est pas. C'est il y a liquidation au départ, je crois. Mais il y a un plan social. Mais ça fait partie de l'histoire de l'entreprise. Mais ils disent dès le début, ils commencent à parler à la caméra et rien que d'y repenser, ça me fait marrer parce que en plus, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, dans le fait que je suis très admiratif quand les gens vont au bout de leurs idées et mettent
toute l'énergie du monde à bien faire quelque chose de con. Ouais, mais The Office, ça coche cette case-là. Et donc moi dans ce même délire, moi j'ai vraiment, alors que c'est pas du tout le même type d'humour, mais bien faire quelque chose de con, j'ai vraiment alors ça ferait peut-être partie de mes recos de fin d'épisode, mais j'ai un amour inconsidéré pour quelque chose pour un truc en 2 saisons qui s'appelle Flight of the Conchords. Qui est à la base un duo d'humoristes chanteurs qui sont Jermaine Clement et Brett McKenzie, qui sont des paroliers néo-zélandais, enfin très drôles, avec beaucoup de recul et sur leur situation, tout ça. Et Flight of the Conchords, c'est l'histoire de 2 néo-zélandais qui arrivent à New York, qui sont un peu les 2 pecnos. Et tout est mis en chanson. Alors, j'aime bien l'humour en chanson aussi, quand c'est bien fait. Et typiquement, eux, c'est vraiment... ils parodient plein de styles musicaux, ils sont en train de se faire agresser dans une ruelle, et pouf, ça part... Ils se prennent pour des rappeurs, et ils commencent à rapper, mais un rap tout mignon devant leurs agresseurs. Moi, j'adore ça. Je trouve ça vraiment super drôle et tout. Et ce que j'aime bien, c'est les moyens. Les chansons sont bien. Vraiment, les chansons sont bien, quoi. Derrière, moi, je me retrouve à fredonner. Et en plus, toi, ça te parle. Enfin, tout ce qui est... Toi, tu linkes beaucoup de choses à la musique. Ouais, tout ce qui est conneries mise en chanson, moi, ça me parle, c'est clair. Bah, et alors, Yvick, pour le reciter, ce petit galopin, il a... Mais alors, t'es moins sur Instagram que moi, donc tu passes peut-être à côté, hélas. Mais alors, des fois, il a une connerie qui lui vient en tête... Et il fait une chanson qui met en story. Donc en plus, il y a un côté hyper généreux, parce que c'est quelque chose qui a pas vocation qui est éphémère. La story Instagram, c'est quelque chose d'éphémère. Mais il y a pas longtemps, il devait pisser dans un petit bocal pour faire une analyse d'urine. Et il en a fait une chanson incroyable, avec un petit clip rigolo, sur une story de 30 secondes. Mais il a fait une prod, il a bossé des lyrics. Et ça, je trouve ça fou. Pour un truc qui va rester 24 heures et qui dure 30 secondes, il met une énergie débordante à service. Après, normalement, tu les retrouves quand même, parce que... Évidemment, les gens vont l'uploader sur YouTube. Les gens uploadent directement. Il avait fait la même chose avec Freddy Gladieux sur des chansons paillardes. Enfin, quelqu'un avait mis dans les commentaires... T'as jamais vu ça ? Il faut absolument que tu checkes ça. Quelqu'un avait mis dans les commentaires d'un de ses posts il est sympa, Yvick, mais qu'est-ce qu'il est beauf. Et donc sa story commençait par oh là, je suis hyper blessé de ce commentaire, comment on peut dire que je suis un beauf. Et il enchaîne avec des chansons paillardes qu'il a écrites lui-même et qui sont très très trash, et c'est un énorme banger. Pendant que je regardais The Office, je regardais aussi une série qui m'a marqué dans le bon sens du terme, Arrested Development. Ça te parle ou pas ? Ah non. Ah ouais. Bon, c'est très absurde et très bien foutu, et extrêmement drôle, avec des acteurs de grand talent. C'est marrant, j'en ai jamais entendu parler. Ah ouais. Pourtant c'est très banger, et je pense que ça commence à être relativement connu. C'est relativement ancien, ça doit dater des années 2010. Bref. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'humour internet un peu organisé, comme je disais tout à l'heure? Quelle est la différence entre Golden Moustache et Studio Bagel? Est-ce que c'est que M6 et Canal+ qui franchement, différents? Là, ça va peut-être un peu trop loin dans ce que moi je peux dire, franchement. Mais ça, on est d'accord que ça, c'est l'humour internet institutionnel. Ouais, c'est sur lequel il y a déjà eu des... sur lequel il y a en fait des marques d'organisation d'autres médias type presse, type grand spectacle, enfin en tout cas des producteurs et qui mettent leurs moyens et leur savoir-faire finalement au service de ce truc-là. Et peut-être que j'ai peut-être eu une forme de... Je me suis peut-être fait un peu flouer là-dessus. C'est-à-dire que quand je suivais ça à l'époque, il y a plus de 10 ans maintenant, je trouvais ça bien malin. Alors, est-ce que c'était plus ou moins drôle? Ça dépend, tu vois. Il y a des choses qui étaient vraiment drôles, d'autres moins, peut-être. Ça, je suis d'accord avec toi. Et puis, est-ce que ça se reconsomme bien à l'heure actuelle? J'en sais rien. Mais je me rendais pas compte que, en fait, j'étais en train de suivre toujours les mêmes gars, les mêmes producteurs derrière, quoi. En fait, c'est les producteurs de la télé qui ont bien compris qu'ils étaient un peu has-been, mais c'est pas non plus des débiles. Donc, ils ont tout de suite contre-attaqué en récupérant une forme d'humour qui marche sur d'autres canaux, et en l'institutionnalisant. Ouais. Et à côté de ça, non, je sais pas trop en quoi en dire d'autre. En tout cas, ce qui est clair, c'est que moi, enfin, clairement, l'humour, c'est quelque chose qui est super important, que j'ai beaucoup consommé. Pour moi, l'humour depuis
15 ans maintenant, je le consomme sur Internet. Mais quand je dis Internet, c'est YouTube, quoi. Ça va être beaucoup YouTube principalement. Ça a été plus des prods de sketch un peu produits comme ça. Ça va être Lonely Island, donc les mecs de la team à Andy Samberg côté. Ça va être des gars français comme on l'a vu là, Golden Moustache. Peut-être plus aussi. J'ai bien aimé des mecs un peu plus atypiques comme Internet ou Multiprise qui ont des gars qui me font. Freddy Gladieux. Ouais. Moi, Multiprise, ça m'a fait beaucoup rire. Ouais, tout à fait. Je suis complètement d'accord. Et c'est passé un peu plus à la trappe. Mais enfin non, pas à la trappe, mais c'était un peu plus confidentiel. D'ailleurs ça me faisait plus rire que Golden Moustache ou quoi que ce soit. Et la new gen de l'humour sur Internet, les McFly, Carlito, Squeezie, à tes souhaits. Alors Squeezie, je le mets pas dans l'humour. Bah au départ non, parce que c'est un streamer jeux vidéo, etc. Ouais. Maintenant il fait énormément de formats à la McFly et Carlito, des trucs mis en scène. Il y a le jeu de l'imposteur, enfin il fait des jeux avec des guests qui sont je fais pour être drôle. Je reconnais avoir maté il y a pas longtemps une vidéo du jeu de l'imposteur avec Squeezie, Eric Judor et Ramsey. Oui, je crois que je l'ai vu aussi. Qui était pas mal cette vidéo. J'ai bien aimé. Je suis conscient d'être tombé là-dedans. Maintenant, j'essaye d'éviter de nourrir ces mecs-là, enfin, et ces fils-là, clairement. Oula, ça c'est un. Attends, il faut que je mette un. Vas-y, redis-le nous. Maintenant, j'essaye d'éviter de nourrir les vues de ces chaînes-là. Dis-nous en plus. Non, mais. Je pense qu'elles n'en ont pas besoin. Oui. Je pense que ça c'est de manière soi-disant une vision, je sais même pas si elle est politique, mais bon voilà. Et je pense que mon fil YouTube, c'est pas ton modèle, enfin c'est un modèle que t'as pas envie de soutenir. Non, mais même au-delà de ça, c'est un modèle que j'ai pas envie de soutenir, et au-delà de ça, de manière encore plus égoïste, je ne veux pas nourrir mon propre fil YouTube avec ça. Je veux qu'il me propose autre chose. Ouais, ok. J'en ai marre que quand je mais tu reconnais que je peux dire que c'est la nouvelle génération de alors nouvelle, non, j'oserais pas, je dirais pas nouvelle. Pour moi, c'est déjà vieux. Je veux dire, je suis désolé, mais YouTube, typiquement Squeezie, j'ai découvert ça. J'ai suivi un moment Squeezie autour de 2013-2014, donc ça va faire 10 ans. Et je trouvais. McFly et Carlito, c'est pareil. Et donc c'est pas du tout nouveau. Et à l'époque déjà, c'était un peu en retard. Il faisait encore des vidéos de gaming vraiment. Mais il m'a pas fait découvrir finalement trop de jeux vidéo. C'est plutôt d'autres qui m'ont fait. Maintenant j'ai d'autres que je suis pour les jeux vidéo. Ok, non mais je te remercie de ton honnêteté, parce que c'est un point de vue. Je m'attendais pas à ce que tu partes sur ça, et je pense que tu as raison. C'est aussi honnêtement c'est une économie qui est importante, hein, pour même McFly et Carlito. Moi, McFly et Carlito, pour moi ils sont has-been déjà aussi. Ouais, tout à fait. Ils sont plus vieux que nous, dis-toi. C'est ça. C'est des mecs que, alors moi je m'amusais à chercher quand j'ai commencé à voir la télé par internet. Je m'amusais à chercher des chaînes un peu obscures et à découvrir des trucs. Il y avait une chaîne qui s'appelait Énorme TV, qui doit plus exister aujourd'hui, qui était une chaîne de la TNT très obscure et très loin dans les numéros. Et c'était les animateurs de cette émission-là. Donc je les ai vus 2-3 fois. C'est une chaîne que je regardais un petit peu parce que ils avaient à la fois des sketchs que je trouvais mais complètement cons et complètement nuls. Enfin vraiment, je les trouvais détestables. Mais je zappais des fois sur eux parce qu'ils avaient des concerts de métal et ils chroniquaient des albums métal. Et dans ce rôle-là, ils étaient pas mal. Donc je les suivais pour ça. Mais quand j'ai découvert un peu par hasard et en me remettant à jour... LCI TV entre 2011 et 2016, ok, ouais. Et quand je me suis... oui, parce qu'ils ont débuté en radio, puis après ils sont arrivés là-dessus, et après ils ont fait leur chaîne de prod internet. Et quand j'ai découvert un peu tard et un peu par hasard que c'était finalement les nouvelles stars de YouTube, en fait c'est les youtubeurs numéro 1 dans cette catégorie-là, hein, divertissement, humour, etc. Je me suis dit, putain, mais c'est les deux connards de Énorme TV, quoi. Pour moi c'était ça. Je dois avouer qu'il y a quelques concepts qui m'ont accroché sur leur truc, notamment les Mario Kart bleu, je sais pas si c'est ça. Ouais. Où ils avaient un truc avec un autoradio, où grosso modo ils arrêtaient l'autoradio en plein milieu, mais c'est presque des concepts de radio ça. Ils arrêtaient l'autoradio en plein milieu, il fallait continuer la phrase, et ça je trouvais ça marrant parce que
c'est de la bricole, mais ça fonctionne. Voilà, au-delà de ça, ça m'a pas plus que ça. Et le modèle économique que c'est devenu aujourd'hui et l'empire presque que c'est devenu aujourd'hui, jusqu'à aller dans l'Elysée. Enfin, il y a quand même un sujet sur. Enfin voilà, le fait que ça aille aussi loin, ça effectivement, ça me plaît pas, et c'est pour ça que je te remercie d'avoir effectivement abordé le sujet, parce que je l'aurais pas fait sans ça. C'est un modèle économique qui moi aussi me fait chier parce qu'il est basé sur des vues, sur une plateforme extrêmement rémunératrice, et au final en regardant on nourrit on nourrit la bête. Et en fait, moi ce qui je pense le seul truc, c'est je reconnais avoir nourri la bête en fait, et à découvrir un peu tard que je la nourrissais. Mais en fait l'objet est cool, YouTube, parce qu'en fait c'est du soutien aussi. À partir du moment où il suffit de regarder pour soutenir, et ça en termes de modèle, ça je trouve ça super. Par contre, les dérives, c'est peut-être ce qu'on a cité, et à partir du moment où ça sort du côté sympa, soutien au sens indé, ça me pose souci. Voilà. Non, mais on est aligné là-dessus, c'est cool. Peut-être qu'on pourrait se dire parce que là on a fait une espèce de rétrospective, on pourrait se dire qu'est-ce qui nous fait rire récemment. Ça peut être pas mal. Je sais pas si je vais pouvoir le sortir si vite que ça, mais qu'est-ce qui maintenant, comment tu te nourris pour rigoler? Qu'est-ce qui t'a fait rire? Tu peux même aller plus loin dans la question. Qu'est-ce qui t'a fait rire au mois de janvier? Quel a été ton plus gros fou rire de janvier? Alors, est-ce que tu peux répondre en premier peut-être? Non, parce que si tu veux, mais j'ai surtout un sujet qui me vient là, une question que j'ai envie de te poser. Des fois, on me recommande une série, une vidéo, un spectacle, un film à aller voir absolument cinoche, en me disant tu vas te pisser dessus de rire, c'est génial. Ou en tout cas, on utilise l'argument de dire tu vas rire, tu vas rire à t'en faire mal aux abdos. Les objets qui m'ont fait rire jusqu'à avoir mal aux abdos, je suis incapable de t'en citer un seul. Les fous rires que j'ai eu, c'est dans des situations avec des gars. C'est ça, c'est ce que je disais en début d'épisode. Genre j'ai eu quand même hier. Moi, mon dernier gros fou rire, c'est hier avec quelques sunos, avec Christophe Ray et la bis. Et ça fout. Mais de toute façon, le rire appelle le rire. Ça c'est clair. Oui, c'est effectivement, c'est communicatif. Et ça marche bien. Typiquement, j'ai été voir parce que il y a un an un spectacle de Guillermo Guise que je trouve drôle, mais parce qu'un pote m'y a convié et j'avais envie de voir ce pote. On a été voir ça, et il y a eu 2-3 moments dans le spectacle où j'ai vraiment éclaté de rire. Et ça c'est rare, mais on est d'accord. Et je pense que c'est tout le spectacle qui m'a amené à un moment où il sort un truc vraiment bien vu. Si je l'avais vu un lundi matin à 9h tranquillement en train de boire un café, j'aurais fait pas mal ça. Et là j'étais dans la salle et j'ai eu genre 10 secondes d'absence à vraiment me faire mal aux abdos quoi. C'était d'ailleurs je peux le dire parce que ça reste. D'ailleurs il est sur internet, donc on peut retrouver ce moment parce que ce moment du spectacle est sorti et il le rejoue un moment sur un Montreux Comedy Club ou un machin ou enfin je sais plus comment ça s'appelle. Attends, on l'écoute tout de suite, je l'ai, attention. Ah ouais, dis donc. Effectivement, c'est génial. Non, mais c'est une anecdote sur les parents. C'est un truc, voilà. En plus, moi, ça m'a parlé à ce moment-là. C'est sur les parents, et il dit un moment, on voit la détresse du père avec son gamin. Il dit ouais, moi, je suis un peu timide et j'imagine trop pas être avec ton gamin qui pète un câble dans le wagon, qui fait chier tout le monde. Et tu vois bien dans les yeux du père qui vous dire, vous croyez quoi, les gars? Moi aussi, j'ai envie de lui mettre une patate là. Si vous voulez, je le fais. Hein. On dit rien, on éteint les téléphones, je le fais. Hein. Et ça m'a fait voilà. D'accord. Ok. Juste ça, ce truc. J'ai peut-être un peu hurlé dans le micro. Je tiens à m'en excuser. Bon, mais cette histoire du père qui dit mais moi aussi j'ai envie de lui mettre une patate là. Genre, ça m'a fait bien rire. D'accord. Mais de toute façon, en fait, un spectacle est bien construit parce que la vanne généralement elle est amenée de façon extrême.
Mais je justifie un peu le fait que j'ai pas ri à ce que t'as raconté. Ah mais oui. Mais non, mais justement, c'est normal. C'est un moment. C'est une comment dire, c'est un travail pour t'amener jusqu'à la vanne, etc. Il y a une question de rythme. Exactement. Et de synergie aussi. Je veux dire, quand ça fait une demi-heure, une heure que tu commences à sourire, à rigoler, à ricaner, au bout d'un moment, le rire monte. Mais ça, c'est clair. Ouais. Et typiquement, ce qui nous a hier, à force de balancer conneries sur conneries sur conneries. On finit par. À un moment, j'ai eu vraiment. Non, et puis tu dis quelque chose d'important, c'est que c'est communicatif aussi. De ouf. Et puis moi, de te voir rire, ça m'a fait rire. Alors que moi, les chansons, je les connaissais. mais voilà, grosso modo, le sujet que je voulais aborder, c'est quand j'ai ce type de recommandation où on me dit il faut que tu regardes ça, vraiment, tu vas te pisser dessus de rire. Je ne sais pas si je suis difficile du coup ou c'est parce que je veux pas remettre en doute le fait que la personne s'est éventuellement pissée dessus de rire et tant mieux pour elle. Ouais. Mais dommage pour ses caleçons, mais tant mieux pour elle. Hélas. Mais je suis incapable de citer un objet sur lequel je me suis pissé dessus de rire dans toute ma vie. Et alors, il y a pas ça, c'est que maintenant je ne le ferai plus de dire tu vas te pisser. Genre, tu peux faire des propositions. Et t'aimes ou t'aimes pas. Mais d'ailleurs, alors moi par exemple, mes derniers rigolades, c'est toi qui me nourris maintenant, parce que tu m'as un peu nourri avec Instagram et tout ça, que j'utilisais pas pour l'humour et que maintenant, alors j'ai pas encore pris cette démarche d'aller chercher plein de trucs, mais je pense que blague à part, j'ai eu un moment de fou rire sur On s'en fout, voilà. Ah ouais, okay. Le fait d'avoir enchaîné, j'en ai regardé quelques-uns parce que j'ai trouvé que le premier était vraiment bien vu et j'en ai regardé 2 ou 3 et à un moment j'ai vraiment rigolé quoi. Et je pense que c'est juste le montage, l'absurde. Puis c'est pareil, c'est comment dire, c'est un effet d'entraînement aussi parce que je suis d'accord moi. En fait voilà, je vais répondre à ta question. Qu'est-ce qui t'a fait rire, qu'est-ce qui te fait rire aujourd'hui ou qu'est-ce qui t'a fait rire récemment? Ça va être sur des petits mèmes ou des petites conneries, des pastilles très très courtes sur Insta. Des petits mèmes complètement absurdes. Gros cheval. Mais justement, j'allais te parler de Gros Cheval. En fait, tu vois, typiquement, j'y repensais. Il faut savoir que Gros Cheval, c'est juste une photo d'un cheval un peu déformé avec une grosse tête. Et c'est un énorme corps, des toutes petites pattes. Non, mais c'est surtout. Et c'est marqué Gros Cheval. Non, c'est Who wins between Nefarious, destructeur du temps, canaliseur de l'espace et maître des arcanes sacrés, ou gros cheval. Voilà. Et en fait, il faut savoir que cette blague m'a fait rire. Et j'y repensais chez moi en imaginant ta tête qui dit Gros Cheval. Gros Cheval, mais bien sûr. Et ça, voilà, pour moi là c'est le summum. Ce qui est con, je me rends compte en le disant que c'est débile, mais c'est ça qui me fait rire aujourd'hui. Ça et The Office que je vais revoir parce que au final, voilà, ma conclusion sur cet épisode ce sera ça, c'est soit on met de la production, enfin un lourd travail de production au service d'un truc con, mais on le fait bien. T'as regardé Malcolm ou pas? La série Malcolm. Non, t'as pas vu. Mais ça je suis un peu. Ça, non. Ça c'est le type d'humour. C'est marrant parce qu'on parle de production. Tu vois, genre, ça, c'est le type d'humour produit qui a pas marché. Qui a pas marché chez toi. Ouais. Ok, d'accord. Et bon, il fallait le voir à l'époque, je pense. Aujourd'hui, j'ai plaisir à les revoir parce que ça me rappelle des bons souvenirs, etc. Mais si j'évoque Malcolm, c'est qu'il y a un épisode qui est connu de toutes celles et ceux qui l'ont vu, où le père de famille fait du roller en mode acrobatique, enfin du roller artistique comme il ferait du patinage artistique. Et cet épisode est fait de façon à ce que alors c'est monté parce que du coup ça peut être la scène d'intro d'Austin Powers qui est sur le même principe, la scène d'intro d'Austin Powers 1 ou 2 je sais plus, où quand il danse, il fait des pirouettes, c'est ça, à un moment donné il fait des flips, évidemment pas lui, et puis hop il se relève et puis ça te parle de ça, voilà. Et du coup c'est tellement bien foutu, il y a tellement d'énergie à faire croire que c'est vraiment lui qui fait le truc que je trouve ça vraiment là je salue complètement l'effort. Donc soit il y a un service de production qui est vraiment un effort de production et des moyens qui sont mis au service d'une connerie, et là je survalide, soit c'est de la bricole et ça part de rien. Gros Cheval typiquement. Gros Cheval c'est, je sais pas, un quart d'heure de Photoshop éventuellement, mais l'idée qui a popé pour faire ce truc là, et je vois très bien la gueule du mec qui a fait le même en se disant pas mal, tu vois. Ça c'est pareil, c'est entièrement validé. Est-ce que c'est ça dont tu me parles? Ouais, tout à fait. Alors là c'est l'épisode, et tu vas voir à un moment donné
Bon bref, on regardera ça. Voilà. Donc là, tu le vois, il fait des triple axel, etc. Et je trouve ça drôle parce que du coup, ça va au bout. Ouais, ok, ça c'est drôle, j'avoue. Et il parle à la caméra, ok, Malcolm parle face caméra. Non, c'est assez drôle, j'avoue. Voilà, et toi, une conclusion perso ou on s'arrête là ? Non, mais moi je reviendrai bien sur nos recos, tout simplement. Ouais, très bien, ok. Donc, conclusion perso, là, j'ai pas de choses ultra récentes à partager. Ok. Je laisserai si tu ne réponds pas à ta propre question. Non, mais récentes. C'est ce que je veux dire. Ouais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que mes deux recos vont être un seul type d'humour. Donc, moi, sur un seul sketch qui pour moi, je pense, a été important et qui est même une petite place dans l'historique YouTube, c'est donc Dear Sister aka The Shooting de SNL avec Andy Samberg et Shia LaBeouf qui joue pas mal sur son autodérision. Vraiment, moi, c'est un indémodable. Ouais. J'ai parlé tout à l'heure de Flight of the Conchords. Ah oui, ok. Qui, moi, je conseille de regarder certains épisodes de Flight of the Conchords, ou alors de commencer juste par une ou deux chansons type Rhinoceros versus Hippopotamus. D'accord. Ou Too Many Dicks on the Dance Floor. Voilà. Ok. Et peut-être si j'ai quand même un truc, c'est marrant parce que j'utilisais, je sais pas pourquoi j'utilisais depuis longtemps un compte Instagram qui me faisait rire et j'ai pas creusé. Et celui-là, c'est Des jours et des avis. Qui me fait hurler de rire, qui est quelqu'un qui source des avis absolument débiles, absurdes sur Google notamment, et t'as des pépites. Alors des fois on sait que des avis sont faux, mais c'est quand même drôle, quoi. Je conseille aussi ça, Des jours et des avis sur Insta. Voilà, c'est ça mes recos. Très bien, moi je recommande Arrested Development, je l'ai dit tout à l'heure, et je te recommande en particulier. Du coup, je vais prendre. Parce que je pense qu'elle a très bien vieilli, du coup. Ok, ça c'est bien. J'en suis Il en est persuadé. Ouais. Merci Charlot. Merci pour cet épisode très complet et je trouve assez bien construit au final. Ok, je pense qu'on a dit l'essentiel. On a dit les termes. On n'a pas parlé des poncifs, les nuls, les inconnus. On aurait pu, mais on n'est pas là pour faire un cours d'histoire. De l'humour. Donc bisous. Bisous, portez-vous bien. Ciao.